va nous présenter l'intelligence artificielle en santé mondiale, implications éthiques et sociales. Alors, professeur Vincent Duclos est professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Ses travaux portent sur la numérisation et la mise en données de la santé, et tout particulièrement de la santé mondiale. Ses recherches étudient la manière dont les infrastructures et outils numériques, par exemple la téléphonie mobile, la communication satellite ou les modèles algorithmiques, transforment la production des savoirs et la prise en charge de la santé. Elles examinent les normes et les valeurs inscrites à même le design de technologies ainsi que leurs implications sociales et biopolitiques. Ces recherches reposent sur une méthodologie ethnographique et des enquêtes de terrain ont été réalisées en Inde, au Sénégal et au Burkina Faso. Ces travaux entrent en dialogue avec les études sociales de la science et la technologie, l'anthropologie sociale, les études des médias, ainsi que la philosophie de la science et de la technologie. Bonjour, ça va bien? Donc, comme la présentation en a fait état, je me nomme Vincent Duclos, je suis professeur au département de communication sociale et publique, mais je suis d'abord et avant tout anthropologue de formation, anthropologue de la santé. J'ai fait des travaux en Afrique de l'Ouest et en Inde depuis une quinzaine d'années, étudiant différents phénomènes de santé, mais aussi différentes manières de prendre en charge la santé des populations. J'ai par exemple fait un travail sur la télémédecine sur une durée assez prolongée, en Inde et au Sénégal. Fait aussi travailler le mHealth, la santé mobile, au Burkina Faso sur une période assez prolongée également. Aujourd'hui, ce que je souhaite vous présenter, c'est un survol d'un champ, avec à la fin un petit peu plus de détails ethnographiques sur un travail dans lequel je suis impliqué présentement au Sénégal. Mais à la base, c'est plus un survol d'un champ. C'est un champ qui est en développement rapide. Donc, je vais faire de mon possible pour présenter ces développements-là. De même, et comme le sous-titre de la présentation le suggère, je m'intéresse à voir quelles sont les implications sociales, de même que les implications éthiques du déploiement rapide d'outils numériques et d'outils algorithmiques et d'intelligence artificielle en particulier dans certaines régions du monde. Je commence par un élément de contexte. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de santé mondiale? Parce que c'est dans le titre de la présentation. D'une manière générale, la manière dont je le conçois, et je ne suis évidemment pas le seul, la santé mondiale, c'est un champ de recherche et d'intervention qui est transnational, donc qui relève généralement pas des États-nations en tant que tels, mais surtout de des acteurs privés, que ce soit des entreprises, des ONG, des fondations, et qui interviennent dans la santé des populations, je dirais, par-delà les frontières. Donc, il va souvent avoir des partenariats avec les États, mais à la base, le financement, il est transnational et les modes d'intervention aussi sont pensés d'une manière transnationale. C'est un élément de contexte important quand on va vouloir réfléchir à comment concevoir des technologies, comment concevoir des interventions qui font du sens pour les populations locales. Un deuxième élément de contexte, c'est d'une manière générale. Ça change un petit peu récemment, mais d'une manière générale, la santé mondiale est surtout un espace de circulation nord-sud, dans lequel les technologies ou les interventions, disons les projets, sont conçus à partir de Genève, Washington, Ottawa, Seattle, je pourrais nommer d'autres, là, Montréal, et circulent vers les sud globaux. Donc, circulent, dans le cas qui me concerne beaucoup, vers l'Afrique de l'Ouest. Et après, on s'attend à ce qu'il y ait une forme d'adaptation aux réalités locales, mais le design et l'épistémologie, si on peut dire, vient de certains endroits névralgiques dans le monde. Finalement, deux axes principaux à la santé mondiale. Premièrement, la surveillance, la préparation et la réponse aux maladies infectieuses, aux épidémies, aux pandémies. On peut imaginer
On a déjà pensé assez récemment. Et deuxièmement, la médecine humanitaire. Bon, le gros nom, c'est Médecins sans frontières, mais c'est évidemment pas les seuls médecins du monde. Il y a plusieurs autres types la Croix-Rouge internationale. Donc, ça prend différentes formes, la santé mondiale, à ce niveau-là. Maintenant, j'ai présenté ici quelques gros joueurs de la santé mondiale qui sont maintenant très, très, très investis dans la recherche et l'intervention utilisant le numérique. Donc, ça prend plusieurs formes et récemment, il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé pour essayer d'intervenir et de comprendre qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qui fonctionnerait moins. Excusez-moi. Donc, on parle d'un contexte d'une numérisation rapide de des sociétés dans lesquelles le numérique est maintenant omniprésent. Et on essaie de mettre en valeur cette numérisation rapide-là et de comprendre comment est-ce que ces flots de données-là pourraient être utiles et comment, par exemple, on pourrait développer des modèles prédictifs pour, entre autres, l'émergence de maladies infectieuses, pour pouvoir intervenir plus rapidement, pour pouvoir, par exemple, je vais parler tantôt un petit peu d'un projet qui s'intéresse aux zoonoses, donc transmission des maladies des animaux vers les humains. Je vous cite, je vous ai présenté une citation ici j'ai envie de dire feu USAID et de la fondation Rockefeller, qui est un rapport assez récent et qui s'intéresse justement à comment est-ce que, et ça c'est la logique globale de la chose, comment est-ce que ces outils-là permettent de contourner des obstacles qui sont déjà qui sont présents dans différents systèmes de santé. Disons qu'il y a toute une économie de la promesse qui accompagne ce domaine-là, dans lequel c'est un petit peu spéculatif, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, mais à la base, il y a cette idée qu'on pourrait leapfrog, ou sauter par-dessus des obstacles traditionnels rencontrés par différentes infrastructures sanitaires un peu partout à travers le monde. Les types d'interventions IA, je les ai présentés ici très, 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 très rapidement pour vous. C'est beaucoup des outils diagnostiques, télémédecine, consultation à distance, surveillance et prévention des épidémies, optimisation des ressources médicales, soutien aux professionnels de santé. Donc, les organisations, présentement, investissent depuis 5, 6, 7 ans assez rapidement dans ces différents sous-domaines-là pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Par exemple, tout ce qui est imagerie médicale, diagnostic à distance. On parlait dans la présentation précédente de chatbox. Il y a des technologies qui sont développées, par exemple, en Tanzanie présentement, qui utilisent ce type de technologie-là. On n'a pas accès aux soins de première ligne. Est-ce qu'on pourrait utiliser le téléphone intelligent pour avoir une conversation qui nous amènerait au moins à avoir une idée de l'urgence de la situation? C'est le genre de technologies qui sont présentement développées, déployées. Par contre, ce qui est important de souligner, puis je ne peux pas insister trop là-dessus, c'est qu'on est dans un domaine dans lequel on ne connaît pas encore très bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça le titre de ma présentation. On ne connaît pas vraiment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on ne connaît pas non plus l'ampleur des bénéfices, mais aussi l'ampleur des effets secondaires que ces technologies peuvent avoir sur les systèmes de santé déjà existants localement, et sur la santé des populations, sur les itinéraires thérapeutiques, par exemple, des patients, des patientes. Donc, on peut construire, mais on peut aussi détruire, éroder des structures qui sont existantes en essayant de les contourner, par exemple. Donc, j'ai mentionné quelques publications ici, juste pour montrer que c'est la recherche terrain dans ce domaine-là, entre autres en anthropologie, en sociologie, des approches ethnographiques, c'est émergent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait en ce moment. On n'a pas beaucoup de données sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, sur les limites, les obstacles et les possibles effets secondaires. Donc, ma propre recherche s'inscrit dans ce contexte-là. Ce qu'on sait déjà, par exemple, à l'aide de 2 décennies de recherche sur le numérique dans des pays en voie de développement ou dans les pays du Sud global, en Afrique subsaharienne en particulier, c'est qu'on peut entrevoir différents obstacles, on peut entrevoir différentes implications et, disons, enjeux sociaux et éthiques du déploiement de telles technologies. Je vous en présente quelques-unes, quelques catégories. Premièrement, il y a des enjeux épistémiques. On sait, vous savez beaucoup mieux que moi, parce que je ne suis pas un technicien moi-même de l'IA, que les modèles et les outils d'apprentissage automatique ne sont pas neutres ou universels, mais sont plutôt foncièrement sociaux et culturels. Ils
Ils absorbent, ils incorporent des valeurs, ils incorporent des contextes, etc., donc des intérêts, des normes qui sont généralement dominants au sein d'une société donnée. Donc, des modèles qui manqueraient de sensibilité socioculturelle ou de sensibilité à la réalité économique locale également, risquent d'exacerber des inégalités sociales existantes. Peuvent, par exemple, contribuer à rendre certaines populations invisibles si elles produisent moins de données, par exemple. Si on se met à prendre des décisions sur la surveillance épidémiologique en fonction des données, il y a des populations qui produisent beaucoup moins de données que d'autres, qui ont moins accès au numérique, qui ont moins accès au téléphone intelligent en particulier. Donc, ça peut jouer un rôle. Donc ça, c'est des facteurs qu'on peut appeler épistémiques. De manière super importante, il y a aussi ce domaine de l'expérimentalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la santé mondiale est un domaine dans lequel on lance des projets. On lance des projets, ils sont généralement réfléchis sur des périodes limitées. Je viens de publier moi-même un article sur un projet au Burkina Faso qui s'appelait « Les après-vies de la santé mondiale ». Quelles traces est-ce qu'on laisse? On était retourné sur un terrain plusieurs années après un projet pour voir quels avaient été les effets à long terme d'un projet considéré comme terminé. Mais il n'était pas terminé. Il y avait des conséquences et des effets qui étaient généralement positifs, mais aussi négatifs à long terme, 3-4 ans après sa fermeture officielle par le bailleur de fonds. Donc ça, c'est très important. La santé mondiale fonctionne à l'expérimentalité et la majorité des interventions, comme je l'ai mentionné, sont réfléchies à partir du nord, circulent vers le sud, et quand les projets se terminent, on plie les bagages et on retourne et on publie 2 ou 3 articles et les communautés locales sont laissées avec des fragments, des miettes, si on peut dire, des restants de projets. Donc c'est super important en tant qu'enjeu éthique et social de réfléchir à des modes d'intervention et des modes d'implémentation de l'IA sur le terrain qui puissent être durables, qui puissent être, par exemple, qui puissent être relativement autonomes de des formes de financement externe. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Évidemment, la confidentialité des données, la vie privée, c'est pas seulement en Afrique subsaharienne, c'est partout à travers le monde que ça soulève des enjeux, mais il y a des pays où est-ce que les réglementations sont moins claires ou sont moins fortes. Et souvent, même, il y a des projets, je me souviens au Burkina Faso, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, on avait une rencontre au ministère et j'avais posé la question au sous-ministre, combien y a-t-il de projets de mHealth présentement au Burkina Faso? Il dit, j'ai aucune idée. Parce que des acteurs internationaux viennent, font des projets, le ministère est plus ou moins capable de suivre, donc en réalité, c'est difficile de garder une forme. Donc ça devient les acteurs eux-mêmes de la santé mondiale qui portent le poids de cette responsabilité éthique-là, à défaut d'avoir des réglementations qui sont toujours assez fortes ou une capacité de les faire appliquer. Donc c'est un enjeu très, très, très important. Et finalement, le travail humain. Ça peut sembler un peu paradoxal dans une présentation sur l'IA, mais ce que notre terrain démontre déjà sur le projet dont je vais parler dans un instant, mais aussi ce que la dernière décennie de travail sur le terrain montre, c'est qu'il y a des humains derrière, et surtout dans le domaine de la santé, l'entrée de données accompagne souvent une surcharge de travail. On a mené une recherche au Burkina Faso et au Sénégal sur l'entrée de données en mHealth dans les centres de services de santé. On parle des travailleurs de la santé qui travaillent déjà des 10-12 heures par jour et qui doivent quand même continuer à travailler le papier. Et là, ça devient une forme de duplicata, c'est-à-dire qu'on fait le papier parce qu'on sait que le projet va terminer, on sait que la plateforme éventuellement va disparaître, elle est là pour 3 ans, pour 4 ans, donc on fait le papier, on fait le numérique. Et c'est la même chose pour le type de données qui peuvent être utilisées dans des modèles IA. Il y a des humains qui les collectent, ces données-là, souvent derrière, surtout quand ça implique les infrastructures sanitaires existantes. Si ça implique des usagers là, à la maison, c'est différent, mais quand ça implique les données de santé publique, par exemple, il y a des humains derrière et ils sont habitués à la multiplication des plateformes, mais il y a une limite à étirer cet élastique-là. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et finalement, il y a la question un peu plus large, mais qui revient souvent sur le terrain, de la géopolitique des données. Au Sénégal, par exemple, c'est quelque chose qui revient avec force. On a souvent l'impression d'assister à une forme d'extractivisme des données. Les acteurs étrangers viennent, prennent des données, quittent, produisent des modèles, font des démonstrations qui peuvent être par ailleurs très utiles, mais elles ne le sont pas nécessairement pour les communautés locales.
Donc, c'est un modèle qu'on connaît malheureusement en santé mondiale, aussi dans le domaine pharmaceutique parfois, où est-ce que les essais cliniques ont lieu à un endroit, mais le médicament ne s'y rend jamais. Donc, c'est un peu la même crainte qu'on retrouve dans le domaine de l'IA. On l'entend énormément venant des acteurs locaux, de dire, est-ce qu'on peut faire une IA, par exemple, sénégalaise pour les Sénégalais, et dans lequel il y a une certaine souveraineté numérique, une capacité de produire des plateformes qui nous sont utiles à nous et en gardant un contrôle sur la circulation des données. Par exemple, cette citation-là du professeur Ndiaye, nous risquons de nous retrouver avec des grandes multinationales de l'IA qui imposeront leurs solutions sur tout le continent, ne laissant aucune place à la création de solutions locales. La plupart des données actuellement générées en Afrique appartiennent à des multinationales dont l'infrastructure est développée en dehors du continent, où opèrent également la plupart des experts africains en IA. Donc ça, c'est une préoccupation constante. C'est un peu dans ce contexte-là qu'avec une équipe d'une dizaine de chercheurs, je suis le seul chercheur non sénégalais sur l'équipe de recherche, c'est un projet de recherche qui est basé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'UCAD, et c'est une équipe de recherche c'est un projet financé par le Centre de recherche en développement international, entre autres, il y a plusieurs bailleurs de fonds, mais entre autres à Ottawa, et qui cherche à essayer de comprendre quelle est la possibilité de produire des modèles et de produire une technologie, par exemple un chatbox de type d'apprentissage automatique, en partant de données locales et de manière à impliquer les communautés, d'une manière aussi qui puisse être durable. Donc, c'est un projet sur une durée de 5 ans, dans lequel on est à la fin de la première année présentement. J'ai séjourné régulièrement au Sénégal dans la dernière année pour essayer de comprendre comment mettre en place cette plateforme-là, comment la réfléchir avec ces collègues-là. Moi, je suis en charge avec un autre collègue de l'aspect ethnographique. L'aspect ethnographique, je vous ai présenté ici. Oh, ça, c'est différents endroits au Sénégal. Il y en a juste 2, malheureusement, là, qui sont sur la carte, mais il y en a 4 en réalité. Il y a 4 sites qui sont les sites d'enquête. Et c'est 4 régions, 4 sous-régions du Sénégal. Et l'idée, c'est de développer un système de surveillance à base communautaire des zoonoses à l'aide de l'IA. Donc, dans le fond, c'est d'impliquer les acteurs de la santé, mais aussi les acteurs du milieu animal, c'est-à-dire les vétérinaires sont impliqués dans le projet, mais aussi les agents forestiers, les agents de chasse, les gardes de chasse sont impliqués dans le projet. Donc, on essaie d'avoir des données qui viennent de différents domaines et qui puissent produire des modèles, qui seraient dynamiques, c'est-à-dire que les modèles évoluent en fonction des données qui sont produites, qui sont collectées sur le terrain. Donc, c'est un projet de type One Health, là, une seule santé, parce que ça implique la santé humaine et animale. C'est un gros projet qui est financé à plusieurs centaines de milliers de dollars et qui pose comme question quelles données socioculturellement importantes ou significatives, à tout le moins adaptées, peuvent être modélisées pour prédire des phénomènes de santé. Comment est-ce qu'on peut intégrer des spécificités locales dans ces modèles-là et non pas seulement essayer d'adapter un contexte local à des modèles qui seraient produits à l'étranger? On est à la phase de mise en place d'une plateforme. Ce n'est pas moi-même qui est en charge de faire l'IA ou de faire la programmation. Ce n'est pas dans mon champ d'expertise. Par contre, je suis en charge de la dimension ethnographique, ce que vous voyez en bas, le 4e point. Donc, il y a une équipe qui fait la modélisation, il y a une équipe qui fait l'approche écosystémique, donc qui travaille, par exemple, dans les zones naturelles. Il y a tout un groupe d'engagement des communautés, parce que c'est un projet qui demande aussi à certaines communautés, donc à certains villages, par exemple, d'utiliser de la technologie pour produire des données sur des observations liées à leur environnement de santé. Et finalement, l'ethnographie de la santé, la technologie, ça serait, disons, un peu l'axe dans lequel j'interviens, ou je co-dirige, où on s'intéresse à la mise en place et à ses effets. Quelles sont les conséquences du projet? Dans le fond, c'est une approche récursive, si on peut dire, où est-ce qu'on met en place une plateforme et on l'étudie en temps réel. Quelles sont ses conséquences? Comment est-ce qu'elle pourrait être améliorée d'une manière à mieux répondre aux besoins locaux? Donc ça, c'est la plateforme qui vient d'être lancée en ligne là, il y a 2 semaines. Vous voyez déjà au niveau linguistique, là, on est en Wolof, on n'est pas en français.
et c'est les partenaires qui sont associés à ce projet-là. Je pense que je vais m'arrêter ici. Il me reste 1 minute, mais on va la garder pour les questions. Merci. Professeur Duclos, merci. Tu ne peux pas t'imaginer quelle est la joie que j'ai. Parce que l'année passée, nous étions encore ici, Marie-Pierre. Il y a peu de présentateurs, d'intervenants sur les thématiques africaines. Et je comprends parce que nous sommes dans un contexte québécois, où il faut des thématiques de recherche qui vraiment entrent dans l'intérêt des populations québécoises. Alors, je tiens donc à te remercier. Je voudrais faire un petit commentaire, puis une petite question. Oui. Moi, je suis étudiant au doctorat en sciences infirmières et je travaille sur l'éducation sexuelle complète des jeunes en Afrique par les applications de santé mobile. Tu comprends donc comment ton sujet m'intéresse. Mon commentaire va dans le sens, est-ce que je vais l'appeler d'une approche épistémologique ou pédagogique, si tu veux. Tu as été en Afrique, tu vas constater que l'IA transforme le système de santé. Mais les acteurs principaux, dont le personnel infirmier, parce que moi je suis infirmier, restent à l'écart. À l'écart, comment? Parce qu'il n'y a pas un paquet jusqu'à aujourd'hui. Si tu fais le tour des facultés de sciences infirmières en Afrique, où l'infirmier a une composante de compétences numériques dans sa formation. Pour moi, ça devient un enjeu majeur dans la mesure où, ici au Nord, quand je dis le Nord, vous qui êtes dans la santé mondiale, vous comprenez les pays développés, ici, les compétences numériques sont déjà intégrées dans les formations. Mais là, dans les Sud, c'est 0. Pourtant, il y a une autre réalité, une immigration ou une migration massive des infirmiers formés en Afrique vers le Nord. Alors, que devraient faire les institutions, par exemple infirmières ici, ou des formations, pour que ces infirmiers-là intègrent les compétences numériques? Deuxième élément, je voudrais que tu me partages ton expérience ou que tu nous dises comment le projet dans lequel tu es engagé prévoit ces désalignements des priorités internationales par rapport aux priorités locales. Parce que oui, vous recevez des financements au Nord pour les sites, vous venez vous réaliser les actions d'1 année, de 2 ans, mais des actions qui manquent de pérennité. Et après, le projet se termine, on ne trouve aucun résultat à long terme. Comment on peut concilier tout ça avec le financement que vous recevez en santé mondiale au nom des populations africaines? Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire et votre question. Premièrement, pour en ajouter à votre commentaire, je suis parfaitement d'accord que la question de la formation est un enjeu. En ce qui me concerne, c'est aussi un enjeu qui est lié à la forme prise par les interventions aussi parfois. C'est-à-dire que chaque intervention va former un personnel, par exemple, va former des infirmiers chefs de poste, va former des agents de santé communautaires qui travaillent le plus près des populations, à utiliser une plateforme, qui est la plateforme du projet, par exemple. L'enjeu que vous posez, c'est un enjeu aussi de mise à l'échelle, c'est-à-dire comment est-ce que, au sein même de même la formation qui est étatique, qui est la formation qui est donnée pour devenir infirmier, par exemple, ou infirmière au Sénégal ou ailleurs,
est-ce que ça serait possible de former à ce type de compétences-là? Je suis parfaitement d'accord. Je pense que ça s'en vient dans certains endroits. C'est évidemment difficile de parler d'un continent, là. C'est un peu un problème. Dans certains endroits, je crois que ça s'en vient de plus en plus. Mais tant qu'on pense seulement en termes de projet, on travaille en silo. Et là, on va former des gens pour travailler sur cette plateforme-là. Et après ça, là, il y a une autre plateforme qui va s'en venir, il y a une autre plateforme, mais il y a aussi une forme de saturation. Les gens sont tannés d'apprendre une nouvelle plateforme. Donc, même si on a beaucoup vécu ça au projet au Burkina Faso, c'est-à-dire aussi les infirmiers circulent. Donc, vous avez quelqu'un qui est là pour 3-4 mois, qui est formé à utiliser une plateforme, qui après s'en va dans une autre région dans laquelle il n'y a pas le même projet. Donc oui, les compétences de base probablement devraient être intégrées au corpus là, au niveau étatique, mais au niveau académique, mais après, chaque projet demande certains types de compétences aussi. Et on forme généralement, les bailleurs de fonds, les gens qui mettent en place les projets forment des personnels de santé, mais ça change sans arrêt. Et pour la question, bon, ces priorités locales, j'aimerais avoir une réponse définitive. Là, c'est une question très, très, très complexe. La question de la mise à l'échelle et de la pérennité. Je pense que dans le projet qui est le nôtre, notre principal atout, c'est l'implication du ministère de la Santé dès la première étape, c'est-à-dire dès l'étape de la conception. Donc, par exemple, à l'été dernier, quand j'étais moi-même sur le terrain au Sénégal, chacune de nos rencontres de travail, dans chacun de ces lieux-là qui étaient sur la carte, se faisait avec le ministère de la Santé. Donc, je pense que c'est impensable de planifier ce type de projet-là si on n'implique pas le ministère de la Santé dès le départ. Par contre, ça vient avec ses défis aussi. Il y a certains pays, vous n'êtes pas sans savoir, où le ministère de la Santé n'est pas nécessairement bien vu et où pas nécessairement la relation avec la population locale ne va pas de soi. Donc, une des choses sur lesquelles on a dû insister la dernière fois, c'est qu'on ne va pas circuler avec des Jeeps du ministère de la Santé parce que, en réalité, le projet va être un peu condamné d'avance. Donc, il y a une tension puis une négociation à faire où est-ce qu'on veut impliquer les acteurs locaux. Nous, c'est Révocap, c'est une organisation communautaire, c'est le ministère de la Santé qui sont déjà très, très, très présents sur le terrain et c'est eux qui ont essentiellement conçu le projet. Hein? Donc, c'est une approche qu'on appelle participative, dans laquelle les acteurs qui sont déjà présents sur le terrain décident ce dont ils ont besoin. Mais après, la pérennité, je ne peux pas la garantir, malheureusement. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis à la fois mathématicien et anthropologue, donc j'ai un peu les deux côtés. Je vois un peu comment est fabriquée l'IA et puis les enjeux qui peuvent se poser à un anthropologue. Je voudrais savoir dans votre projet comment intégrer l'enjeu que peut représenter de travailler dans des populations de tradition orale. Vous avez dit que c'était en Wolof, donc c'est très bien. Déjà que c'est dans la langue, dans une des langues vernaculaires du Sénégal. Je ne connais pas bien l'Afrique, mais plutôt l'Océanie. Mais c'est un vrai enjeu parce qu'à la base de l'intelligence artificielle, il y a le plongement numérique par plongement sémantique de grands corpus de données écrites. Et on sait que donc il faut avoir recours à énormément de données. Et je voudrais savoir comment, dans votre projet, cet enjeu est abordé. Merci. C'est une excellente question. Dans notre projet, le projet travaille dans différentes langues. Ce n'est pas seulement le Wolof. Mais c'est vrai que cette question linguistique-là se pose au niveau des usages du numérique également. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Dans ce type de projet-là, quand on démarre, en réalité, il y a une littérature foisonnante en sciences sociales qui montre justement comment les usages du numérique ne peuvent pas être pris pour acquis à différents endroits et ça peut fausser après ça les modèles. Si on pense par exemple qu'un téléphone, c'est une personne, ce n'est pas nécessairement le cas. Dans la plupart des familles, en Afrique de l'Ouest, par exemple, le téléphone circule. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a ce paramètre-là, donc c'est juste un exemple, mais c'est la même chose au niveau linguistique. De notre côté, on travaille avec des traducteurs, on travaille avec des chercheurs qui viennent des différentes communautés et qui cherchent à donner le plus de place possible aux langues vernaculaires que vous mentionnez. Mais en réalité, il y a un obstacle réel, c'est-à-dire si on utilise moins le numérique ou différemment le numérique pour cette raison-là,
alors on risque de fausser des données, en effet. On risque de fausser des données, et j'aurais pu l'ajouter comme étant un des obstacles. Là. Disons que ça ferait partie de la première catégorie épistémique, c'est-à-dire au niveau de la production de données, il pourrait y avoir des biais linguistiques. Ouais. En fait, c'est certain qu'il va en avoir. Bonjour, Hassan Alami. Merci beaucoup pour la présentation hyper instructive. En fait, je reviendrai un petit peu sur votre dimension de la participative des autorités, du ministère. Oui. Je pense qu'il faut parler un petit peu de la question de la souveraineté. Je ne pense pas que ces gens-là dans le sens un peu nos pays, parce que moi je viens aussi de l'autre côté, qu'on est si souverain que ça finalement. Même la question, on est dépendant des financements, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit toutes les fondations que vous avez listées. Et vous avez parlé de la dimension participative. Vous faites, je pense indirectement à toute la question de la dimension de la justice épistémique sur l'inclusion des acteurs. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec cette question de l'inclusion des acteurs. Qui sommes-nous pour les inclure? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, je pense que l'enjeu majeur actuellement, c'est au-delà de l'épistémologie. Il faut réfléchir à ces problématiques-là au niveau de l'ontologie même. C'est quoi le problème? Probablement, le problème, c'est pas autant la technologie que nous-mêmes, en fait. Parce qu'on est capable de se prononcer de par nos statuts, etc. Je m'inclus là-dedans parce que je suis aussi dans un pays du Nord, dans le sens, qui sommes-nous pour formuler ces questions-là, et qui sommes-nous pour dire c'est ça le problème? Parce que souvent, probablement, pour ces gens-là, si on leur pose la question de définir le problème, probablement ils vont juste nous dire que c'est nous le problème, en fait. Donc, merci. Oui, c'est une excellente question, en fait. Hein. C'est une excellente question, puis franchement, dans ma communauté intellectuelle d'anthropologues, c'est une question qui est centrale et qui est un peu litigieuse, c'est-à-dire qui sommes-nous même pour aller étudier d'autres communautés, qui sommes-nous pour parler au nom d'eux? Donc, c'est une excellente question épistémologique qui dépasse largement l'IA par ailleurs. Je n'ai pas une réponse convaincante à cette question-là. Moi, personnellement, ma perspective qui est juste personnelle, c'est que je travaille maintenant seulement sur des projets dans lesquels je suis appelé à intervenir comme un membre parmi tant d'autres. Comme je l'ai mentionné ici, je suis le seul non-sénégalais dans ce projet-là. Et même là, ça ne change pas grand-chose au sens parce qu'il y a beaucoup de chercheurs sénégalais qui travaillent dans les universités, qui travaillent au ministère, qui travaillent dans certaines instances et qui sont très, très, très déconnectés des réalités du terrain. Donc, si la population cible, du moins, elle n'a rien demandé, en effet. Et si vous voulez vraiment la réponse sincère, c'est que ces projets-là sont financés à l'international parce qu'on a peur des maladies des autres. C'est ça l'argent qui va en One Health, c'est ça l'argent qui va. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait savoir plus rapidement la prochaine fois qu'il y a Ebola? Est-ce qu'on pourrait savoir la prochaine... Et c'est ça la réponse réelle. Tu sais. Après, il y a des chercheurs qui vont sur le terrain pour essayer de voir quel est l'effet concret, comme j'essaie de le faire, mais j'ai absolument aucun moyen... Aucune réponse convaincante à vous donner par rapport à comment changer cette structure plus large-là, qui est une structure de dépendance. Et on ne peut pas le nier. C'est une structure de dépendance qui est liée au mode de financement de la santé mondiale. Merci beaucoup. Donc, notre prochain invité va être Dominique Martin, qui va nous présenter l'évaluation de l'IA générative. Alors, Dominique Martin est professeur d'éthique à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches et son enseignement actuel couvrent les domaines de l'éthique des affaires, de l'éthique et de l'économie et de la philosophie politique. M. Martin s'intéresse à nos obligations éthiques dans les institutions adversariales comme le marché, aux exigences de la justice concernant la propriété et la bonne gouvernance de l'entreprise et aux questions de l'inégalité socio-économique. Son autre principal domaine de recherche porte sur les nouvelles questions éthiques associées à l'essor de l'intelligence artificielle et à l'utilisation accrue des algorithmes dans la société. Alors, j'invite Dominique à nous rejoindre.
Bonjour, 1, 2, 1, 2. Ça fonctionne bien. Bon, bonjour tout le monde. Merci, merci d'abord aux organisatrices et organisateurs du colloque de m'avoir invité. Là, je suis très heureux d'être ici. Pour moi, en fait, c'est une occasion là, pour vous parler d'un nouveau projet de recherche qui démarre sur l'audit ou la vérification des systèmes d'IA dits à usage général. Vous verrez, en fait, c'est une thématique ou un projet où je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec la santé. D'ailleurs, dans le domaine de la santé, il y a quand même une grande tradition de conduire des audits. Ça peut avoir peut-être une signification différente là, que de celle où on l'entend en intelligence artificielle, mais il y a quand même beaucoup de liens là, pertinents à faire, je crois. Donc, c'est ça, je suis très content d'être ici. Je vais essayer... En fait, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, là, si je suis capable, pour laisser du temps pour les questions, parce que je serais quand même curieux de savoir quelles sont vos réactions à ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser, comme je l'ai dit, c'est cette idée-là, en fait, de pouvoir conduire un audit ou faire une genre de vérification, en fait, d'un système d'IA à usage général. Dans les dernières années, voire décennies maintenant, on a eu quand même toutes sortes là, de propositions pour évaluer l'impact de ces systèmes-là. Et il y a eu différentes modes et différents vocabulaires qui sont passés. On a parlé à une certaine période des analyses de l'impact algorithmique, par exemple, pour analyse de risque. Ça, c'est quelque chose qui existait aussi déjà en génie depuis longtemps. Mais il y a aussi d'autres cadres là, qui sont apparus. Et là, depuis quelques années, là, je dirais depuis les années 2020 environ, on entend de plus en plus parler de cette idée de conduire un audit. Évidemment, c'est une idée qui vient peut-être d'une tentative de faire des parallèles avec ce qui existe dans d'autres domaines, comme en comptabilité, par exemple, ou peut-être même dans le domaine médical. Mais donc, c'est un terme qui est de plus en plus populaire. Et donc, un des objectifs, en fait, dans le projet de recherche, un projet de recherche d'ailleurs avec notamment Sébastien Gantz, qui a parlé tout à l'heure, et une autre des personnes dans le projet, c'est Ah Jong-moon, qui n'est pas ici malheureusement, là, mais qui est professeur, en fait, à McGill. Mais donc, un des objectifs dans le projet, c'est peut-être un peu d'essayer de clarifier d'abord qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire un audit d'un système d'IA à usage général, d'un système d'IA, pardon. Et ensuite, c'est d'essayer de voir, OK, maintenant, de plus en plus, on a des technologies en intelligence artificielle qui ont un domaine d'application très, très grand. Là, on peut penser aux modèles génératifs, là, exemple ChatGPT, là, mais aussi des générateurs d'images ou d'autres types de modèles. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, en fait, faire un audit rigoureux de ce genre de système-là? Et est-ce qu'il n'y a pas un peu des risques aussi que l'industrie ou différents acteurs s'accaparent du vocabulaire pour donner une impression peut-être de rigueur et de sécurité et de bon encadrement à leur système, alors que l'exercice d'évaluation qu'ils ont fait n'est pas nécessairement tout à fait rigoureux. Okay? Donc, c'est le genre de problématique qui nous intéresse. Donc, c'est... Oh. Attendez, là, j'ai trop de... Voilà. Donc, quel est le plan aujourd'hui? D'abord, je m'excuse, mes diapositives sont en anglais. Là, j'espère que ce ne sera pas un problème pour personne, mais sinon, ça me fera plaisir de répondre aux questions ou traduire des termes spécifiques s'il y a un enjeu. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il y a 5 grandes parties, là, grosso modo. Premièrement, je vais donner quelques notions là, pour essayer de commencer à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait entendre par l'audit d'un système d'IA, en fait. Dans un deuxième temps, je vais parler ou donner quelques notions aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par une technologie à usage général ou un système d'IA à usage général. Je vais montrer dans un troisième temps quels sont les défis autour de ça, c'est-à-dire les défis reliés à effectuer un audit d'un système d'IA à usage général. Finalement, quatrièmement, je vais commencer à essayer de faire ressortir des choses en fait qui seraient souhaitables, désirables. C'est pour ça que je les ai appelés des desiderata, en fait, de desideratum. Donc, des choses qui seraient désirables, qu'on voudrait avoir, en fait, avec un audit qu'on considérerait suffisamment rigoureux. Et finalement, je vais faire quelques propositions, mais disons que rendu à cette étape-là, on va être beaucoup plus dans une réflexion préliminaire, là, parce qu'on est au tout début, en fait, du projet de recherche. Voilà. OK, donc... Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Peut-être la première chose à dire, c'est que en fait, il y a toutes sortes de formes d'évaluation, assessment en anglais,
qui existent des systèmes d'IA avec différents termes. On parle parfois de benchmarking, qu'on pourrait traduire par étalonnage, par exemple, ou vérification avec des indices ou un jeu de calibrage. On peut parler d'évaluation basée sur le risque aussi, ou risk ou hazard-based assessment. On peut parler d'évaluation basée sur l'impact. Il y a quelques années, même une dizaine d'années, encore une fois maintenant, là, au Canada, on parlait beaucoup du Algorithmic Impact Assessment Tool, si je me souviens bien. Hein, on avait des gens du Conseil du Trésor là, qui ont fait beaucoup de consultations. Certains d'entre vous y avaient peut-être participé d'ailleurs sur cet outil-là, qui était quand même assez intéressant là, à l'époque. Et donc, évidemment, c'était une façon d'évaluer l'usage d'algorithmes ou de systèmes d'intelligence artificielle. On parle parfois donc de tests en contexte adversarial, adversarial testing. Et ici, placez votre exemple, là, parce que je suis certain qu'il y en a plein d'autres que j'oublie. OK? Mais dans ces termes-là, on a aussi ces modes d'évaluation-là, on a aussi le vocabulaire de l'audit ou de la vérification qui apparaît et devient de plus en plus populaire depuis quelques années. OK? Maintenant, c'est quoi un peu l'assessandum? On dirait que je suis beaucoup en latin aujourd'hui, je m'excuse, je n'essaie pas d'être pédant avec ça, là, c'est un hasard. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer, ou l'évaluandum en français, j'imagine? Donc, mais qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer avec ces différentes formes d'évaluation? Bien, parfois, c'est la robustesse, si on veut, là, les problèmes de fonctionnement, des exceptions, la robustesse face à une attaque aussi, qui pourrait être interne ou externe. Parfois, c'est la performance du système, performance relative à un être humain. Tu sais, quand on parle de ChatGPT, Gemini ou d'autres modèles comme ça, on va beaucoup utiliser des jeux d'étalonnage, en fait, pour mesurer leur performance et la comparer avec celle d'êtres humains. Et là, on va donner des références là-dessus. Ça peut être l'impact social ou autre. Ça peut être l'alignement éthique, beaucoup plus dur à mesurer, là, cet aspect-là. On pourra en reparler si vous voulez. Ça peut se faire à des degrés variables de formalité aussi, dans le sens que la mesure peut être très quantitative ou plutôt qualitative ou un mélange des deux. Et aussi, autre, dimension de diversité, là, on peut avoir différents proxys, en fait, pour conduire cette évaluation-là. On peut s'intéresser plutôt aux inputs ou à ce qui entre dans un système, aux outputs, à ce qui en sort. On peut faire des entrevues, en fait, avec les intervenants qui ont développé ou utilisé le système. Donc, il y a toutes sortes de proxys auxquels on peut avoir recours. OK? Mais donc, où ça se place l'audit, en fait, là, dans cette espèce de galaxie-là de modes d'évaluation possibles des systèmes d'IA? En fait, c'est une des questions à laquelle on va un peu essayer de répondre dans le projet. Donc, qu'est-ce qu'un audit plus spécifiquement? Encore une fois, c'est rare que je commence avec une définition du dictionnaire, là, encore moins d'un dictionnaire étymologique, mais je trouvais ça intéressant dans ce cas-ci. Donc, audit, en anglais, là, c'est un terme qui vient en fait du latin auditus, qui veut dire grosso modo examen officiel là, d'une unité comptable ou d'un compte, là, official examination of accounts, ou encore une audition, là, a hearing, a listening, en fait. Et c'est un terme qui vient du latin originalement. Je trouvais ça un peu rigolo, là, pour être bien franc avec vous, de commencer avec ça, parce que je m'imaginais l'espèce de trip psychédélique là, que pourrait avoir un noble de l'époque médiévale, là, de la fin du Moyen Âge, là, qui conduisait des audits, là, ou auditus, au sens où on l'entendait à l'époque, là, qui était une pratique, en fait, où, par exemple, le seigneur ou les responsables de la comptabilité pour un seigneur allaient lister verbalement l'ensemble des dépenses qui avaient été faites avec le montant pour permettre à un groupe d'individus, peut-être même la cour, etc., là, de vraiment évaluer les dépenses et s'assurer que tout était conforme. C'était un peu ça là, qui était parmi les plus vieilles pratiques d'audit. Là. Mais donc, je trouvais ça rigolo d'imaginer l'espèce de trip psychédélique que ces gens-là auraient là, s'ils étaient confrontés au concept d'un audit de système d'IA tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis 400 ans. OK, donc audit, ça c'est l'origine, si on veut, étymologique. Maintenant, quand on parle d'audit d'un système d'IA, qu'est-ce que ça veut dire dans la littérature ou comment on fait référence au terme? Bien, si on regarde une référence assez récente de Burin de 2024, en fait, on en parle comme d'une évaluation indépendante qui vise une cible là, bien identifiée et spécifique
pour en fait évaluer dans quelle mesure elle rencontre des attentes qui ont été bien articulées ou bien précisées, des objectifs avec un objectif implicite ou explicite de reddition de comptes. Okay? Une autre référence de Deborah Radji de 2024 qui a beaucoup écrit sur le sujet définit en fait l'audit d'un système d'IA comme l'évaluation d'un système d'IA dans le but de rendre certaines parties prenantes là, responsables là, ou de les forcer à rendre des comptes sur les possibles échecs ou conséquences du système dans un rapport là, qui vient en fait du Royaume-Uni, là, le DRCF de 2022. Bien, là, on va un petit peu plus en détail. Donc, on dit comme un ensemble d'approches pour évaluer des systèmes de traitement algorithmique qui peuvent prendre différentes formes. Donc, en fait, de consulter de la documentation sur la gouvernance, de faire des tests sur les outputs, en fait, d'un système, inspecter son fonctionnement interne. Cette évaluation-là peut être faite par une partie externe, par l'organisation en question, par le régulateur, par des chercheurs ou d'autres parties, etc., etc. Okay? Et on pourrait avoir d'autres définitions ici. Là, je ne vais pas toutes les lire, je ne vais pas vous inonder de définitions. Mais l'idée principale ici, c'est de dire qu'en fait, il y a une très, très grande diversité de définitions ou de conceptions de ce qu'est l'audit d'un système d'IA à ce stade-ci dans la littérature. Ce n'est pas du tout homogène, c'est très hétérogène. En fait, on n'est pas trop certain exactement qu'est-ce que ça veut dire. En général, on peut dire, là, sur le plan conceptuel, la catégorie la plus générale, ce serait comme une évaluation, un assessment. Okay? Donc, un audit, c'est une catégorie d'évaluation. En français, parfois, c'est peut-être un petit peu plus spécifique au Québec aussi. On va considérer que l'audit est un type de vérification et la vérification serait une catégorie un petit peu plus générale aussi, dans le sens que l'audit, ce serait quelque chose de plus précis, peut-être plus demandant. Là, quand on parle ici d'audit, par exemple, en comptabilité ou en finance, ce genre de choses-là. Donc, on aurait audit, qui est une sous-catégorie d'une forme de vérification, qui est elle-même une sous-catégorie d'une forme d'évaluation. Okay? Mais c'est à peu près tout là, ce qu'on peut dire pour le moment, étant donné la très, très grande diversité, en fait, des usages du terme et du fait que ce n'est pas du tout institutionnalisé dans le monde de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu un de nos objectifs là, dans le projet, en fait, d'essayer de comprendre un peu plus c'est quoi la structure de tout ça. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ressortent. Là, je vais simplement en nommer deux ici. Le premier, c'est qu'en général, on s'entend pour dire que, en fait, l'audit remplit deux fonctions. La première, c'est une fonction d'évaluation ou de vérification. Et la deuxième, c'est une fonction de reddition de comptes, en fait. C'est pour contraindre des organisations à rendre des comptes sur leurs pratiques ou l'impact de leurs pratiques algorithmiques ou de la manière dont ils développent ou utilisent des systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est deux choses quand même différentes parce que quand on parle de reddition de comptes, par exemple, ça implique un pouvoir peut-être de sanctionner ou que le résultat de l'audit soit utilisé aussi par un autre organisme qui va avoir le pouvoir de sanctionner la partie qui est auditée et qui ne rencontrerait pas les exigences, okay? Même si ces exigences-là, à cette étape-ci, ne sont pas très bien précisées ou définies. L'autre chose à dire aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs groupes différents, en fait, qui vont conduire ou être responsables là, de mener un audit. On peut moins en faire ressortir trois. Dans le fond, on a des audits, dans le fond, qui sont internes à une organisation et c'est elle qui audite elle-même ses propres processus ou produits. Elle peut être, ici on dit second party en anglais, là, mais ou à contrat, ou c'est comme une catégorie intermédiaire, là, c'est-à-dire qu'on peut avoir une organisation qui va payer une firme spécialisée ou autre pour conduire un audit d'un système d'IA, là, par exemple, ou autre. Et finalement, elle peut être complètement externe, dans le sens où c'est une organisation externe qui fait la vérification, qui n'est pas cliente, en fait, là, de l'organisation qui utilise ou développe un système d'IA. C'est vrai que c'est fait complètement de l'externe et de manière indépendante. Okay? Ça va avoir une certaine importance plus tard, là, vous verrez. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par technologie à usage général? Bien là, je vous ai mis une petite définition ici là, de Bresnahan et Trachtenberg, excusez-moi, de 1995. Donc, on dit une technologie à usage général, c'est une technologie qui est caractérisée par le potentiel d'un usage là, très grand ou omniprésent dans une grande diversité, disons, de secteurs.
et par son dynamisme technologique. Hein, un exemple de technologie ou des exemples de technologie à usage général, ça pourrait être le moteur à vapeur, l'électricité évidemment, voire même des semi-conducteurs. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de l'intelligence artificielle maintenant, si on parle d'intelligence artificielle à usage général? Bien, le gouvernement canadien, en tout cas, l'a défini comme un système qui était conçu, en fait, pour être utilisé ou adapté là, pour être utilisé dans plusieurs domaines avec plusieurs objectifs ou raisons d'être à travers plusieurs activités et des activités ou des domaines ou des usages là, qui n'étaient pas nécessairement envisagés au moment où ça a été développé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire peut-être plus précisément aujourd'hui en 2025? Bien, dans la communauté, disons, de l'intelligence artificielle, on s'entend pas mal pour voir en fait les modèles soit génératifs ou fondationnels, là, dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs dans la présentation pas précédente, mais l'autre avant la pause. Mais donc des modèles comme les modèles fondationnels, là, les transformers par exemple derrière ChatGPT, ou ce genre de modèles-là, qui ont beaucoup d'applications différentes, évidemment, et qui ne sont pas développés avec un objectif spécifique. Donc, à une autre époque, en intelligence artificielle, par exemple, on avait des systèmes d'apprentissage automatique qui existaient simplement pour classifier des images ou reconnaître des caractères. Donc, leur usage était était à usage beaucoup plus étroit, tandis que là, on a un usage plus général. Bon. Maintenant, c'est un peu ce à quoi ça fait référence aujourd'hui. Ça présente vraiment des défis particuliers. Maintenant, c'est important de savoir que cette notion-là est relative là, comme à deux niveaux. La première, c'est qu'elle peut varier d'une technologie à l'autre. Là. En IA, ce qu'on entend comme étant un usage général, ça peut être quand même relativement différent ou plus ou moins inclusif que ce qu'on entend comme étant de l'usage général dans le domaine du transport, par exemple. Là, je fais référence à mon moteur à vapeur ici. Mais l'autre chose qui est peut-être plus importante, c'est que c'est très relatif dans le temps, parce qu'évidemment, au fur et à mesure que la technologie se développe, ce qu'on conçoit comme étant une technologie à usage général peut changer et peut évoluer. Donc, si on prend des exemples, l'exemple que j'ai sur ma diapositive ici, mais un algorithme, en fait, pour résoudre certains problèmes de programmation, là, un algorithme d'optimisation qui date de 1984, à l'époque, on en parlait comme d'un algorithme, évidemment, d'une technologie à usage général, mais aujourd'hui, ça semblerait très étroit. De la même manière, un ChatGPT aujourd'hui peut sembler être une technologie reposée sur un modèle fondationnel là, qui est dit à usage général, mais peut-être qu'un jour, on va atteindre un niveau de développement où on va reproduire vraiment quelque chose qui ressemble à l'intelligence humaine. Et là, un modèle comme ChatGPT va sembler en fait à usage très étroit. Okay? Donc, ça peut évoluer et varier dans le temps. C'est un défi, je pense, additionnel qu'on rencontre. Donc, c'est quoi les principaux défis quand on veut faire l'audit d'un système d'IA à usage général? Bien, la première chose, un des premiers problèmes à régler, puis ce n'est pas du tout un problème qu'on a réglé aujourd'hui, c'est d'abord de s'attaquer à ce que j'appelle l'assessment spécificité ici, mais c'est déterminer c'est quoi précisément là, qu'on évalue en fait à travers l'audit. Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est beaucoup de diversité. Et beaucoup de choses qui sont évaluées de différentes façons avec des normes très variables quand elles sont existantes. Le deuxième défi, en fait, c'est de déterminer quelles devraient être les normes qu'on va appliquer, mettre ces normes-là en pratique. Et finalement, un quatrième défi, c'est de réussir à éviter un peu un problème où on pourrait s'accaparer ce vocabulaire-là de l'audit pour donner une impression de rigueur là, ou de qualité ou de prise en charge des enjeux éthiques à un système, alors qu'on a fait quelque chose peut-être qui serait très, très superficiel. C'est un phénomène qu'on appelle le blanchiment à l'éthique. On le voit de toutes sortes de façons là, en informatique, dans l'industrie, en intelligence artificielle, ou ailleurs, mais les entreprises vont souvent s'accaparer ce vocabulaire-là, en fait, pour donner une impression très positive sur le plan éthique, par exemple, de leurs produits à travers un langage de marketing et ce genre de choses-là. Mais la réalité est possiblement autre. Donc, évidemment, moins que l'audit est bien défini, moins que les normes sont clairement établies, bien plus que c'est facile là, d'avoir recours à du blanchiment à l'éthique. Et là, il y a une complexité additionnelle quand on parle de système d'IA à usage général. Okay? J'arrive à la prochaine, il me reste 2 diapositives, je crois. Donc, mon avant-dernière diapositive, en fait, où je veux un peu faire ressortir qu'est-ce qui serait donc des aspects importants auxquels il faut s'attaquer pour justement
essayer de développer correctement là, les audits d'IA. Bon, le premier qui va un peu de soi, là, je pense, c'est l'idée que, bon, étant donné la complexité de ces systèmes-là, la manière dont ils sont développés, etc., bien, il y a un élément de multidisciplinarité qui est nécessaire. Donc, ça ne relèvera pas nécessairement d'une simple fonction. Peut-être un audit financier, ça va... on va aller chercher un certain type de compétences plus spécifiquement, mais ça ne semble pas possible de le faire dans le cas d'intelligence artificielle où il y a plusieurs compétences différentes qui doivent intervenir. Une autre question, mais c'est d'avoir des normes, en fait, qui sont fermées le plus possible. Dans les analyses d'impact, par exemple, on peut même parler, on peut même penser à un outil comme le Algorithmic Impact Assessment Tool. En fait, les normes, il n'y a pas vraiment de normes fermées dans le sens que l'algorithme nous donne une espèce d'évaluation de l'impact ou nous demande d'établir une genre de proportionnalité entre l'impact d'un système et son fonctionnement. Et si elle est trop grande, bien là, il faut prendre des mesures additionnelles. Mais il n'y a pas quelque chose qui est un peu plus absolu qui nous dit quand un fonctionnement est acceptable ou pas acceptable. Donc, pour arriver à quelque chose qui aurait la qualité d'un audit, comme on peut l'imaginer dans d'autres domaines, bien, il faudrait être capable de développer des normes qui seraient, que j'appelle ici, fermées. Là, okay? Donc, ça, c'est une autre chose. Le caractère systématique ressort quand même à certains endroits dans la littérature, mais donc, il faut être capable de développer ça de manière systématique. Il faut que ce soit exhaustif aussi pour qu'on puisse qualifier une évaluation d'un audit. Finalement, il faut pouvoir avoir accès, en fait, à un système, à son fonctionnement interne, possiblement, ses données d'entraînement, ce genre de choses-là. Donc, une des spécificités de l'audit tel qu'il existe dans d'autres domaines, là, par exemple en finance, c'est que dans certaines situations, on a vraiment l'auditeur, en fait, a vraiment un pouvoir d'accès aux données, à des transactions financières, à ce genre de choses-là. Puis c'est ça qui permet de garantir la qualité, entre autres choses. Ce n'est pas la seule chose, évidemment. On parle même parfois en comptabilité d'itemisation. Vous m'excuserez si ce n'est pas la meilleure traduction, en fait, du terme là. Mais c'est l'idée qu'on peut, quand on conduit un audit sur le plan financier, par exemple, vraiment, si on le souhaite, avoir accès à une transaction financière là, au hasard là, ou comme on le choisit, juste pour valider. Évidemment, je ne sais pas, moi, si je fais l'audit de la Caisse populaire, de Desjardins, pas Caisse populaire, mais de Desjardins, je ne pourrais pas considérer chaque transaction financière de Desjardins individuelle une par une, mais le fait d'avoir accès à un item spécifique, si je le souhaite, ça donne une capacité quand même de documentation qui est beaucoup plus grande et qui aide à garantir la qualité. Okay? Donc, ça pourrait très bien être pertinent d'avoir quelque chose de similaire dans le cas de l'intelligence artificielle, où on aurait un système où vraiment, pour vraiment appeler ça un audit externe indépendant, bien, il faudrait que l'organisation responsable de le conduire, cet audit, de le mener, puisse avoir accès vraiment à, je ne sais pas moi, une ligne au hasard dans les données d'entraînement si elle le souhaite, ou 1000 lignes, ce n'est pas la quantité ici l'enjeu, mais des items donc spécifiques en fait, même des paramètres spécifiques d'un modèle ou ce genre de choses-là. Même si, bon, pour les paramètres spécifiques d'un modèle qui aurait des milliards de paramètres, je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait très utile. Mais toujours est-il, donc, l'itemisation, c'est quelque chose à considérer, en fait, qui peut s'appliquer en intelligence artificielle. Un autre aspect, finalement, donc, c'est l'avant-dernier, l'indépendance. C'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans l'audit, dans d'autres domaines, justement, et qui est plutôt absent en intelligence artificielle pour le moment. Mais donc, il faut, pour garantir la qualité, évidemment, avoir des organisations qui sont complètement indépendantes, qui conduisent l'audit, qui seraient complètement externes. Souvenez-vous, j'avais parlé de 3 catégories tout à l'heure d'organisations qui peuvent conduire un audit. Ça peut être 3 types d'audits, ou enfin, ça peut être interne, ça peut être à contrat ou externe. Mais donc, pour vraiment avoir quelque chose de qualité, qui serait fiable, bien, il faudrait que dans certains cas, ça puisse être mené de manière complètement indépendante, comme, encore une fois, ça existe dans d'autres domaines. Maintenant, il y a une tension quand même entre l'indépendance et la qualité ou la fiabilité d'un audit, parce que souvent, un audit, pour être fiable, requiert quand même un bon niveau de collaboration entre l'organisation qui mène l'audit et l'organisation qui le subit ou qui est auditée. Okay? Et donc, des fois, ça demande de trouver le bon équilibre où il y a une tension entre ces deux choses-là, qui est beaucoup discutée, pas tellement en IA, là, mais qui est beaucoup discutée dans d'autres domaines où il y a une tradition. Et finalement, le dernier desideratum, qui est plus une question dans ce cas-là, on peut se demander jusqu'où on veut donner. Il faut donner un pouvoir de sanction, en fait, aux organisations responsables de conduire un audit, parce que
si on veut vraiment qu'il y ait une reddition de compte qui se fasse à travers cet exercice-là. C'est difficile de le faire s'il n'y a aucun pouvoir de sanction. Okay? Je termine très rapidement avec déjà quelques propositions qu'on envisage, mais qui sont très générales à cette étape-ci. La première chose, c'est qu'on veut qu'un régime d'audit fonctionne vraiment, véritablement en IA. Il faut des protections légales, évidemment, pour les organisations qui sont responsables de les faire, ces audits-là. Mais il faut aussi leur donner un accès légal aux données. Je parlais de l'itemisation tout à l'heure, mais ce genre de choses-là. Il nous faudrait des accréditations rigoureuses qui existent. Et je pense que le plus possible aussi, il faut essayer de tirer profit ou d'aller chercher les bonnes leçons de toutes sortes d'autres domaines où l'audit est beaucoup plus institutionnalisé et établi. J'ai parlé de la finance tout à l'heure, mais il y a d'autres domaines aussi. C'est le cas dans le domaine médical notamment. Mais allez voir justement quelles sont les bonnes pratiques là-bas aussi. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous remercie. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, ma question et commentaire en même temps, comment on va auditer quelque chose qu'on ne connaît pas? Je m'explique. Il y a toute la question du risque raisonnable, par exemple, qui est encore au débat. L'industrie nucléaire, par exemple, actuellement, encore, on ne sait pas vraiment c'est quoi un risque raisonnable. Deuxièmement, il y a toute la question de la symétrie d'information. On peut avoir tous les leviers juridiques, réglementaires qu'on veut. On peut avoir accès aux données. Moi, je vais vous donner un exemple concret. On a évalué il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, dans un grand hôpital. Et quelqu'un de l'hôpital me disait, actuellement, avec l'IA et le cloud, si c'est un breach, je ne sais pas comment on appelle ça, une fuite de données arrive, on n'a aucun moyen de le savoir si l'entreprise ne le dit pas. Donc, c'est pour ça que je me dis, à quoi sert l'audit actuellement? Merci. Parfait. L'audit, je pense, vient répondre à certains des problèmes que vous avez mentionnés, dans le sens où ça nous permet de connaître, de comprendre un peu mieux c'est quoi les systèmes et leurs risques. Mais effectivement, il y a des défis vraiment importants. Quelque chose à ne pas oublier dans le cas d'intelligence artificielle, c'est qu'on a vraiment une technologie qui est comme en évolution à vitesse grand V, là, et où les possibilités augmentent à chaque clignement d'œil pratiquement. J'ai OpenAI qui vient maintenant sortir un nouveau modèle 4O qui est déjà beaucoup plus puissant que le modèle précédent, qui était déjà un peu un changement de paradigme là, par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, les technologies évoluent très rapidement, ainsi que ses risques et ses problèmes, et puis les enjeux. Okay? Donc, oui, effectivement, c'est un défi. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'évaluer ces systèmes-là ou certains aspects des systèmes. Et déjà, en donnant plus d'accès, par exemple, en clarifiant les normes de ce qui est une bonne évaluation ou quelque chose qu'on pourrait appeler un audit, ça vient déjà contribuer à ça, ou ça aide à tout le moins ça l'empêche certains acteurs de présenter des exercices d'évaluation un peu superficiels comme des audits. Donc, ça nous aide quand même déjà à clarifier là, toutes ces choses-là. Okay? Bon, maintenant, tout ça étant dit, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'on ne connaît pas l'intelligence artificielle. Donc, ça évolue, c'est très complexe. Dans une certaine mesure, en fait, les modèles d'intelligence artificielle, on a aussi, donc en tout cas, si on travaille chez OpenAI ou Google, où on a un accès, une information parfaite sur le fonctionnement interne du modèle, si on veut. Évidemment, c'est très, très complexe, donc là, il y a des enjeux d'explicabilité, mais en fait, on peut très, très bien connaître certains aspects du modèle. Bon, je vais aller un peu dans le même sens que l'intervenant précédent. De ce que j'en comprends, on reste encore à développer toute la philosophie, l'épistémologie, la mécanique qui va aller derrière ces audits-là. On ne sait pas exactement. On a tout un paquet d'objectifs, de choses qu'on désire voir. On connaît les risques, les obstacles. Donc, sans vouloir aller plus dans le détail, vu qu'on en a élaboré, on en a parlé, à l'heure actuelle, si j'ai par exemple
une organisation gouvernementale, un gouvernement qui me dit, ben voilà, on va mettre en place tel système d'intelligence artificielle et il va être entièrement auditable. Si je prends en compte le fait que, par exemple, dans le système de la santé, le data est vraiment peu ou pas de valeur à l'heure actuelle parce qu'on est en train de le construire sur des systèmes qui ne sont pas interopérables et qu'on ne questionne pas non plus l'origine éthique derrière les algorithmes. Si le gouvernement vient me dire que le système est entièrement auditable, c'est un peu de la bouillie pour les chats. Ben, écoutez, je ne sais pas si je peux commenter ce que dit le gouvernement de bouillie pour les chats, mais De manière plus générale, les audits, on n'est pas rendu là. mais c'est ça. Non, moi, je serais très prudent, effectivement, par rapport à l'usage de ce vocabulaire-là. Voyons, mon Dieu, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est encore en définition, en fait. Et ben là, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est exactement le problème qu'on voit dans le sens où, comme c'est un vocabulaire qui est établi dans d'autres domaines, puis qui était comme un gage de qualité, bien là, la tentation est très, très grande de l'utiliser par des acteurs qui veulent nous convaincre qu'on peut faire confiance à des systèmes. Alors qu'on est vraiment à une étape où on est juste en train d'essayer d'articuler ça. Il n'y a pas d'accréditation qui existe, il n'y a pas de pouvoir légal. De donner un accès, par exemple, pour des audits externes indépendants de systèmes d'IA. Et puis là, voir comment la réglementation évolue aux États-Unis ou ailleurs. On n'a pas l'impression que ces pouvoirs légaux-là sont sur le point d'apparaître demain matin, disons. Là. Donc, il faut faire très, très attention, effectivement, je crois, aux organisations qui utilisent le vocabulaire. Et notre objectif, comme je vous dis, c'est un projet qui démarre, mais notre objectif, c'est de clarifier tout ça, puis d'établir aussi c'est quoi donc les desideratum, là, ce qui est désirable de quelque chose qui sera un bon audit ou qu'on peut appeler un audit, justement pour éviter qu'il y ait ce genre d'abus-là. On a-tu le temps pour une autre question? Oui. Ben, merci beaucoup, Dominique. On travaille sur des choses qui sont relativement, en tout cas, qui se connectent. Puis ta présentation, je trouvais formidable. Là, ça va m'aider à réfléchir à plusieurs choses. Puis, mais il y a une chose que j'aimerais savoir ton avis, puis qui me hante, ou du moins qui sont au cœur de mes travaux en ce moment. L'IA, différemment de la finance, qui sont souvent des sociétés bien fermées, bien balisées, etc., passent souvent par des cascades d'acteurs. Donc, un exemple pratique, là, dans le sens que la plupart par exemple, les ministères, etc., qui utilisent l'intelligence artificielle vont faire affaire avec des sous-contractants ou avec des technologies qui sont construites, développées par des entreprises qui ne proviennent pas, par exemple, de l'organisme en tant que tel. Donc, par exemple, on va utiliser OpenAI, mais OpenAI a quand même un système fermé. Donc, si tu audites un ministère, une entreprise, etc., qui, elle, fait sous-contract ou fait utiliser une technologie qui provient d'une autre entreprise, comment que le système ou le concept de l'audit peut fonctionner si, justement, c'est des sociétés qui sont différentes, etc. La cascade d'acteurs devient presque infinie avec l'intelligence artificielle. Ben oui, un très bon exemple. Un autre exemple, ça pourrait être le gouvernement du Québec qui utilise Copilot de Microsoft, là, par exemple. Ben effectivement, donc ça serait une raison de plus d'être prudent, je pense, face à l'usage du terme. Ça montre encore plus l'importance de bien déterminer les normes puis les standards là, pour qu'est-ce qu'on peut appeler un audit. Dans ce genre de problématique-là, je pense que la solution, c'est que les systèmes, les modèles à la base soient audités par des organismes indépendants qui seraient accrédités. Donc, les modèles d'OpenAI, par exemple, ou de Google, on est loin de là aujourd'hui. Là, il y a beaucoup, légalement parlant aussi, il y a eu quand même un certain nombre de reculs où les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc, on est très loin de ça. Mais avant qu'on puisse appeler ça vraiment un audit ou dire qu'on a la capacité de faire un audit de ces systèmes-là, il faut aller beaucoup plus loin, là, effectivement. Donc, pour notre dernier bloc, on a une co-présentation là, pour avoir l'aspect des patients partenaires. Alors, la première personne qui va présenter est Geneviève David, qui travaille depuis 18 ans dans le domaine de la recherche en santé au Canada et en France. Elle est actuellement directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, du Centre de recherche du CHUM,
Ses intérêts incluent l'évaluation de l'implantation du partenariat patient dans divers contextes de soins et de recherche, le développement de formations virtuelles et la santé numérique. Titulaire de 2 maîtrises, sciences biomédicales et administration publique, elle poursuit actuellement un doctorat en administration publique à l'ENAP, où elle s'intéresse à la prise de décision des gestionnaires à l'ère du numérique. La deuxième personne qui va venir présenter est Simon Courtemanche, qui est conseiller à la participation citoyenne et au savoir expérientiel pour la direction des services en santé mentale, volet jeunesse au M3S. Il a œuvré usager partenaire depuis 2017 au CIS de Laval, où il s'est impliqué dans plusieurs projets structurants. Son intérêt pour la santé mentale et le bien-être des jeunes, de même que la collaboration intersectorielle nécessaire à une offre de services accessibles et de qualité, lui ont valu d'être intégré à l'équipe responsable du déploiement d'aires ouvertes au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces expériences lui ont donné un accès privilégié au ministère, aux établissements de santé, à l'INES, au milieu universitaire et à plusieurs organismes communautaires contribuant à une vision particulière du système de santé québécois. Alors, j'invite les deux à venir sur la scène. C'est pas fait pour les gens de Saint-Pied. Parfait. Je vais l'avancer parce que ça n'a pas rapport. Parfait, merci. Courage. On arrive à la fin de la journée. Vraiment, le cocktail n'est pas très loin. Alors, vraiment, merci de l'invitation. Là, on va essayer de faire un petit wrap-up aussi de certaines interventions. Là, on a entendu plutôt aussi M. Dumas qui vraiment mentionnait le mauvais alignement ou en tout cas les arrimages qui n'étaient pas tant présents justement entre la vision des citoyens sur Twitter par rapport à certaines questions, de la santé et les chercheurs qui avaient aussi leur propre manière de voir. Alors, on va essayer peut-être de concilier tout ça aujourd'hui avec notre présentation qui est sur le partenariat patient dans divers espaces numériques. C'est ce qu'on vous propose. Alors, moi, j'ai tendance à voir un peu la santé ou plutôt la maladie, en fait, de vivre avec la maladie comme une genre de pelote de laine. Bonjour à ceux qui font du tricot et autres. Alors, bref, c'est de se dire, c'est un peu tout mêlé, tout ça. Et si chacun tire un peu de son côté, le médecin tire de son côté, le patient, etc., les autres professionnels autour, ça va encore plus le mêler. Alors, vraiment, il faut travailler ensemble pour démêler tout ça, de travailler justement à avoir une meilleure qualité de vie avec la maladie. Et de différentes manières de s'impliquer, c'est soit dans ses propres soins, en fait, de vraiment être partenaire de ses propres soins, ou partenaire de transformation, c'est de redonner finalement au système de la santé, à sa communauté, etc., en santé. Peut-être que tu avais des exemples, Simon. Bien, partenaire dans ses soins, pour ceux qui ne le savent pas, c'est relativement simple. C'est quand tu t'impliques activement à l'intérieur de tes propres soins, que tu poses des questions, que tu vas être actif avec les différentes parties prenantes en santé mentale. C'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu puis souhaité parce qu'il y a du monde qui font des signes, mais je... Ah oui, c'est ça. Désolé. Un présentateur de 6 pieds et un genre de 5 pieds. Ah, peut-être. Comme ça, c'est correct? Good. Désolé, je suis stressé aussi en ce moment de façon assez incroyable. Là, ça n'a pas rapport avec... j'ai une problématique en santé mentale, je vis beaucoup d'anxiété de façon générale, puis en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le réseau de la santé et aux États-Unis, mon côté anxieux est très bien servi. Dans le fond, être impliqué à l'intérieur de ses propres soins, ça permet d'avoir des services qui vont vraiment correspondre à ce que le patient, ce que moi, je vais avoir besoin. Fait que toute l'approche de partenariat dans ses propres soins, c'est important dans ce sens-là, parce que c'est pas une équipe professionnelle qui va décider autour de toi c'est quoi les meilleurs soins que tu dois avoir, de pouvoir dire son mot, de pouvoir challenger les différents services possibles. Mais pour ça, il faut savoir qu'il y a différents services qui sont possibles parce que c'est rare qu'il y ait juste un service ou qu'il y ait juste une possibilité.
Juste dans le choix de la médication en santé mentale, les différentes molécules, pouvoir challenger ces idées-là. L'intelligence artificielle va être un outil autant pour les patients que pour les professionnels, mais ça doit être un outil parmi tant d'autres. Un matin, il y avait la conférence qui parlait aussi beaucoup de l'activité physique qui était importante. L'activité physique, c'est un outil qui est ultra, c'est essentiel. Puis la médication peut se rajouter à ça, mais les deux, c'est des outils pour aller mieux. Puis c'est ça qui, pour moi, que l'intelligence artificielle va pouvoir venir aider. Fait être partenaire de ces soins, c'est important dans ce sens-là. Mais après ça, il y a aussi toute la partie d'être partenaire avec le réseau de la santé, de pouvoir amener son expérience des services que tu as utilisés puis pouvoir les améliorer de façon continue. Puis c'est là qu'on peut parler du patient partenaire à l'intérieur du réseau des services, de la recherche aussi, où qu'on va demander à des personnes qui ont vécu des trajectoires de pouvoir venir amener leur expérience, puis d'amener ça sur la table pour dire ben voici, moi, comment que ça a été vécu. Puis souvent, c'est des situations qui peuvent être similaires. Fait qu'ils ne sont pas là pour parler au nom de tous les patients, mais sont là pour amener un bagage, une expérience qu'ils ont vécue, des interactions qu'ils ont eues avec d'autres patients aussi. Puis ça permet de changer puis vraiment d'adapter les services qui peuvent être donnés. À l'intérieur d'Air ouverte, qui est un modèle pour les 12 à 25 ans, un nouveau service qui est donné au niveau du Québec. Dans le modèle, on implique les jeunes, c'est comme ça que j'avais commencé à m'impliquer, on implique les jeunes pour que le modèle évalue de façon continue à la réalité de la clientèle. Ça fait que les approches évoluent aussi au fil du temps. On est encore, c'est relativement nouveau, là, 7 ans environ, mais ça permet vraiment de transformer et d'avoir des services qui correspondent à la jeunesse. Fait que ça peut jouer à tous les niveaux. Ça se joue autant au niveau des établissements, au niveau clinique, qu'au niveau de maintenant Santé Québec, mais le ministère aussi, où il y a des personnes qui peuvent être impliquées. C'est ça. C'est bon. Parfait, génial. Je vais sauter celle-là. Parfait. Bien, qu'est-ce que ça a l'air à l'heure du numérique? Là? Vraiment, là, on est bombardé d'applications là, pour un patient qui soit partenaire de ses soins ou même pas. Là. Bref, on est vraiment bombardé d'applications, suivi de grossesse. On a aussi des alertes. Là, on en a eu pendant, je pense que c'en est une de la pandémie exactement. Restez chez vous. C'est le couvre-feu. Alors, il y avait différentes manières, en fait, qu'on est interpellé en tant que citoyen, en tant que patient, via le numérique, en fait, des groupes de soutien également. Les gens sont tellement enthousiastes, ils partagent énormément d'informations sur, bon là, ça c'est une bonne nouvelle, là, mais d'informations de santé quand même. J'ai vu des trucs, des résultats de tests génétiques là, sur les réseaux sociaux, c'est assez fou. Bref, mais on est rendu là, c'est dans cette ère-là, et de la promo pour différents trucs de santé à l'intérieur de notre système et plein d'autres en prévention également. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? En fait, ça, c'est d'autres exemples également, mais on est rendu quand même assez loin. Il y a même des professionnels qui font appel effectivement aux réseaux sociaux pour avoir de l'entraide, en fait, entre professionnels. Fait que vraiment, ça fait partie. Puis souvent, ils n'ont pas d'autres alternatives tant que ça. En fait, ces réseaux-là répondent finalement à leurs besoins d'échange, de collaboration. Et ben là, en fait, c'est encore plus d'actualité. C'est énormément détenu, évidemment, par des grosses compagnies, les GAFAM qu'on connaît. Et là, de plus en plus, on se questionne effectivement si on ne devrait pas être d'une certaine manière souverain par rapport à ces espaces numériques qu'il y a là. Et bref, on peut s'impliquer dans nos localités en tant que patient. Et tous les objets connectés également, comment on peut les mettre à contribution ou pas, ou en étant critique par rapport à ça. Les montres connectées, autres applications. J'avais un collègue qui avait justement le Cardia pour suivre ses électros, etc. Mais souvent, ça vient avec des abonnements, certains coûts, etc. Puis où sont mes données? Il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Côté plus gouvernemental, il y a différentes applications, plateformes qui existent, Rendez-vous Santé Québec, le Carnet Santé Québec, le GAP numérique, Clic Santé, qu'on a peut-être un peu plus connu dans la pandémie et qui a évolué avec le temps. Et toi, je ne sais pas si tu voulais donner un petit point sur justement le Carnet Santé Québec, tu avais participé. Oui, mais avant, je vais revenir aux objets connectés, juste partager une petite anecdote. Il y a aussi un besoin de formation auprès des différents professionnels sur l'utilisation des objets connectés par la patientèle.
j'avais été voir mon médecin parce que pour plusieurs problématiques, mais une d'entre eux, c'est avec un médicament pour le trouble de déficit d'attention. Ça fait que mon cœur augmente beaucoup puis il bat très, très vite. Puis quand j'avais été le voir pour mentionner ça, puis que ma montre, parce que je m'étais acheté une montre connectée qui mettait vraiment en évidence que mon cœur battait plus vite, puis j'avais vraiment un avant puis un après. La réponse du professionnel avait été « Est-ce que tes problèmes ou ton enjeu, il est là depuis que tu as ta montre? » Il n'existait pas avant, mais c'était pas nécessairement ça, ou même si c'était le cas, c'est quand même pas la bonne réponse professionnelle à donner à la personne, puis de regarder, ou d'expliquer c'est quoi, oui, ton cœur peut battre plus vite, mais il n'y a pas nécessairement d'impact sur ta santé. Donc, il y a quand même un besoin d'adapter les réponses. Ceci étant dit, ça a quand même beaucoup évolué à travers le temps. On est beaucoup impliqué à l'éducation des futurs médecins avec l'Université de Montréal, puis l'approche des médecins a beaucoup changé. Souvent, une des premières questions qui enseignent aux étudiants, c'est de demander aux patients qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a. Puis ils partent de là. C'est quand même un gros shift de avant, du moins quand j'ai vu mon médecin la première fois, mais pour revenir à ce que Geneviève m'avait demandé, j'ai été impliqué au niveau du dossier du Carnet Santé Québec, où j'avais le volet santé mentale qu'on regardait sur qu'est-ce qui devrait apparaître dans le carnet santé. Puis il y a plusieurs préoccupations qu'il y avait, puis moi, une de ceux que j'avais relevés, si on avait accès à nos informations, c'est toute l'interprétation de ce qui peut être marqué dans le dossier. On n'est pas encore rendu là, mais tout dépendant quand les professionnels prennent leurs notes, tout dépendant les notes, comment elles sont formulées, des fois, il y a des choses qui pourraient mettre en péril la relation thérapeutique juste par l'interprétation. Puis moi, je l'avais vécu d'une certaine façon parce qu'il y a un professionnel qui m'avait lu quelque chose qui était dans mon dossier, mais qui m'a challengé beaucoup sur la relation, pas la relation, mais l'interprétation que la psychiatre avait eue de moi, ou que j'ai appris certains éléments, puis c'était hors contexte. Puis quand j'ai revu le professionnel en question, j'y avais demandé « pourquoi tu as mis ça dans le dossier? » Puis la personne ne s'en rappelait même pas. Puis elle a dit « c'était juste des notes pour moi, pour évaluer un point pour le futur, mais ça l'avait quand même challengé. » Fait qu'il y a des préoccupations, des éléments justement qui peuvent, ou qu'il y a une plus-value à impliquer les gens qui vont recevoir ces services-là ou qui vont subir d'une façon ou d'une autre les services. Puis ça implique aussi les professionnels qui vont utiliser ces outils-là. Les professionnels devraient être impliqués dans la conception de ces outils-là, au même titre que les patients qui vont aussi les recevoir à un moment ou à un autre. Totalement. Puis justement, ça l'emmène, cette nouvelle relation-là, finalement, du citoyen avec l'État, là, mais mettons avec notre système de santé plus précisément. On connaît un peu nos interactions plus classiques, là, effectivement. On interagit avec une infirmière, par exemple, qui va prendre une décision, etc. Puis on va, par la suite, interagir avec d'autres professionnels. Là, après ça, on peut aller vers d'autres modèles, effectivement, plus le numérique, effectivement, remplir un formulaire, etc. Mais derrière, il y a quand même un humain qui va prendre une décision par rapport à notre cas. Et finalement, on s'en ira tranquillement vers, effectivement, peut-être davantage d'intelligence artificielle où ça sera plus nécessairement des humains qui prennent des décisions, mais des cas précis qui vont finalement des prises de décision qui vont être prises par l'intelligence artificielle ou autre application qui a des algorithmes déjà prédéterminés. Alors, bref, c'est vraiment cette évolution-là qu'on a et on en discute, en fait, on en parle avec les citoyens partenaires, les patients partenaires qu'on a qui travaillent avec nous, qui challenge effectivement ces nouveaux paradigmes, en fait, de santé qu'on évolue. D'où le fait que, justement, pensons, tu as dit les professionnels, mais c'est ça, effectivement, le patient là-dedans, face à développement d'une nouvelle solution numérique. Parfait, les médecins ont une certaine manière de le voir, infirmières, ergo, etc. Les programmeurs aussi, peut-être qu'ils ont même des
des boîtes, les fameuses bacs à sable qu'on a parlé un peu plus tôt, d'évoluer là-dedans. Mais le patient dit, moi, j'ai une réalité tout autre. On peut-tu travailler ensemble? Et c'est ce qu'on essaie de faire au Centre d'excellence. Puis je sais qu'il y a énormément d'autres gens aussi qui y travaillent. Peut-être justement le rôle du patient à l'intérieur de ça, puis où il peut s'impliquer. En fait, on peut commencer à impliquer les patients à partir du début, à partir même de l'idéation d'un projet, aller les consulter. On peut, tout dépendant, là, il y a différents niveaux d'implication possibles. Ça va souvent passer par des focus group juste pour aller tester, mais tu peux aller plus loin que ça puis impliquer le patient à te challenger ou impliquer une personne qui va te challenger à partir du début de ton projet puis qui va te suivre jusqu'à la fin de ton projet. Fait qu'à partir du démarrage, tu peux aller chercher 1, 2, 3 personnes qui vont te suivre, qui ont un bagage qui est différent de qu'est-ce que tu vas chercher d'habitude, mais qui va quand même amener d'autres idées. Puis souvent, ça va être payant en bout de ligne. Il y a la planification aussi qui est continue. Par rapport à ça, je vais te laisser les 2 autres, Jen. Oui, aucun problème. Mais c'est vraiment tout le développement également d'inclure les patients partenaires là-dedans. L'idée, c'est vraiment tout au long du projet d'impliquer quelques patients partenaires. Dans certains cas, c'est des citoyens partenaires. Vraiment du début à la fin. Et finalement aussi en transfert de connaissances, justement des gens de conférences comme on a aujourd'hui, mais qui seraient davantage grand public, etc., pour informer la population, qui peuvent aussi s'impliquer. Et que ça s'en vient, certaines solutions numériques. Puis comment on va les faire atterrir finalement dans les maisons d'un peu tout le monde, dans les téléphones cellulaires et autres. Je donne juste quelques exemples là, où on implique les patients partenaires au centre avec nos collaborateurs. On a mis en place une table de santé numérique. C'est une table, je vous dirais, qui va dans les 2 directions, c'est-à-dire on donne beaucoup d'informations à l'intérieur de cette table-là, des formations, des experts dans le numérique en santé qui viennent parler à cette table-là. Et de l'autre, à certains moments, on a des besoins effectivement du terrain, que ce soit de la consultation, du partenariat. Et à ce moment-là, nos membres, là, il y en a 8 à 10 qui peuvent participer finalement à développement de certaines solutions numériques. Au ministère de la Santé, là, qui est rendu Santé Québec, vraiment toute la direction générale des technologies de l'information avec lesquelles on travaille pour la stratégie de transformation numérique de manière très large. Et il y a aussi des projets spécifiques à l'intérieur de ça. Un projet qui se termine malheureusement, mais ça a été un super projet pendant 3 ans. C'est la stratégie numérique d'enseignement aux patients et au public. Grosso modo, c'est de dire, le patient, il y a un certain parcours de vie avec la maladie. Et à l'intérieur de ça, il va apprendre. En fait, il va développer différents apprentissages. Puis, c'est sûr que des applications numériques, mais il y a aussi du bon vieux papier aussi, des bonnes vieilles relations aussi humaines à l'intérieur de ça. Puis, c'est de dire à quel moment, en fait, on mobilise telle ressource pour développer cet apprentissage-là. Votre santé qui s'en vient et le dossier santé numérique également. Puis, d'ailleurs, j'ai quelques petites... je vais revenir en arrière. Je pense qu'il y a un petit délai, je ne sais pas. Hop. Juste rapidement, bref, tu l'as mentionné, à toutes les étapes aussi du projet, mais aussi, je dirais, à tous les niveaux des décisions, du stress opérationnel à du stress stratégique. Alors, bref, c'est de penser de cette multicouche-là, l'implication patient ou l'implication citoyenne dans les développements de solutions numériques. Juste en terminant, là, bref, vous le savez, là, ça amène énormément de billets. On demande à l'intelligence artificielle de nous sortir un profil typique, par exemple, de ce que pourrait avoir l'air d'un dirigeant d'entreprise ou un présidente américaine, etc. Bon, évidemment, ces modèles-là ont certains billets que l'on connaît, puis il y a différentes barrières aussi à l'accès à ces technologies-là. Mais c'est aussi de le penser au-delà de l'individu, les biais vraiment de l'individu, l'utilisation au niveau de l'individu, mais dans les organisations également, de le penser comme ça, mais de le penser de manière aussi plus large, de dire que les politiques publiques aussi doivent tenir compte finalement de ces multiniveaux-là, de la manière de penser en fait le développement de l'intelligence artificielle ou d'autres solutions numériques. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus?
Ben, dans tous les biais aux barrières, il y a un agenda caché de personnes qui vont vouloir mettre quelque chose en place pour aller sauver des coûts, ou que là, les patients, les intervenants n'auront pas leur mot à dire, mais vont être influencés par qu'est-ce qui va être généré par ça. C'est toutes des choses qui vont faire partie de la dynamique si on n'implique pas ces personnes-là au développement puis à la conception des intelligences artificielles ou de peu importe l'outil qui va être utilisé. Puis une des choses qu'on a vues en impliquant des patients avec des instances gouvernementales qui développent un dossier santé numérique, différents outils à l'échelle de la province, c'est qu'il y a vraiment des oppositions normales, mais d'idées du fonctionnement entre qu'est-ce que les gestionnaires veulent puis qu'est-ce que les patients vont vouloir, puis mettre ces deux entités-là en interface, ça fait avancer les dialogues, puis ça leur donne au final des idées qui sont positives. La plupart du temps, on a des bons retours. Ça demande du temps, par exemple. C'est challengeant pour tous les parties. C'est pas facile pour les patients qui vont des fois pas se sentir écoutés, mais la réalité aussi, c'est vrai au niveau des gestionnaires puis des personnes qui sont qui veulent mettre ça en place, ils vont se sentir des fois pas écoutés ou que les patients ne comprennent pas nécessairement tous les enjeux, mais l'opposé est vrai aussi. Donc, ça, pour moi, c'est une des barrières qui est présente, mais le résultat final, souvent, va être optimal. Là. Mm-hmm. Et bien, en terminant, ce que je nous souhaite, en fait, c'est se demander, est-ce qu'il y a un pilote à bord quelque part qui va essayer de bien faire atterrir cet avion-là et de se poser la question, effectivement, est-ce qu'il y a un copilote, en fait, de personnes concernées? On a mentionné un peu plus tôt aussi toute la recherche participative, puis ce développement aussi d'y aller dans une certaine démocratie. Bref, c'est ça, de poser la question, est-ce qu'il y a un copilote patient aussi à bord? Alors, voilà, merci beaucoup. Une petite question. Est-ce que vous m'entendez? Plus un commentaire. J'ai fait un dernier colloque, c'était le réseau de santé numérique, et je trouve comme presque curieux qu'en santé, finalement, la dernière présentation, c'est le patient. Alors que pour moi, la préoccupation pour la santé, ça devrait être le patient. Donc ça serait à vous, quelque part, qu'on devrait écouter dès le début, parce que c'est ça, la santé, c'est de l'humain. Et c'était mon petit commentaire, et merci beaucoup. Merci. Puis je vais rajouter à ça, parce que cette semaine, j'ai fait une petite blague en parlant avec des gens du ministère, là. Puis, parce qu'il y a énormément de départs, d'arrivées. Puis j'ai dit, vous vous rendez compte, les seules personnes qui sont restées, là, c'est les patients. Ils sont encore là. Fait que on va essayer d'avoir des services, effectivement, pour les patients, parce qu'eux sont restés. Voilà, malheureusement. Si je peux rajouter aussi rapidement, une des choses que j'ai eues dans le retour de différentes personnes du ministère où que je travaille, quand on implique des patients, souvent c'est que ça ramène le cœur au service, puis ça leur ramène la raison pourquoi ils ont commencé à travailler au ministère pour changer les choses. Puis la même chose au niveau des établissements, les intervenants, quand ils impliquent des patients, souvent c'est ça qui va revenir, c'est que ça leur ramène la raison de pourquoi ils ont voulu commencer à travailler, puis ça change un peu le paradigme. Ça ramène vraiment le cœur à pourquoi qu'on donne des services. Je peux y aller? Oui. Alors, je suis Michèle Vincent Félix, inhalothérapeute, consultante en promotion de la santé, et je travaille particulièrement avec les femmes pour l'enjeu de la santé cardiovasculaire, qui est un enjeu vraiment qui mérite d'être mieux connu, première cause de décès pour les femmes. Alors, quand on va parler pour aider les femmes à changer leurs habitudes de vie, leur comportement et tout, moi, il y a deux choses qui me préoccupent longtemps quand on parle de l'intelligence artificielle. Mon intervention porte sur 2 points. D'une part, la littératie en santé et d'un autre côté, l'illusion du savoir. Ce que j'entends par là, ce qui nous préoccupe en promotion de la santé, on veut développer les aptitudes individuelles, on veut renforcer les capacités, on veut que les gens soient bien informés, connaissent pour pouvoir agir, pour enfin prévenir. Mais ce que je constate, moi je n'ai pas de données scientifiques et je me fie aux chercheurs pour ça,
Mais comme patient, quand on veut garder vraiment le patient au cœur des préoccupations, c'est de dire dans toutes ces recherches, dans toutes ces choses-là, comment faire pour ne pas creuser les inégalités? Comment on fait pour rejoindre ces gens-là qui n'ont pas tous accès au numérique? Et l'autre enjeu aussi qu'on peut constater, c'est que cette illusion de savoir qu'on peut avoir, oui, on va sur ChatGPT, tout d'un coup, tout le monde sait tout sur tout. Alors, comment les cliniciens, les intervenants, les gens qui travaillent avec les gens, comment qu'on fait pour vraiment encadrer et savoir que la source d'information que nous transmettons, ce sont des sources fiables et sécuritaires. Puis je pense que quand on parle de l'intelligence artificielle, je pense effectivement que c'est un enjeu qui nous guette parce que les gens s'abreuvent de partout. Hein, mais ChatGPT, quand on le questionne, ce sont les experts qui sont capables, moi je fais l'expérience, ils ne vont pas dans les nuances. Et quand ces outils-là tombent dans les mains de tout le monde, je pense qu'il y a vraiment un danger. Il y a des avantages, mais il y a aussi un risque et un danger. Donc, ça me fatigue tellement. C'était le temps pour moi de le dire et dans toute cette chose-là, de ne pas perdre de vue l'humain dans toute sa dimension et tous les humains. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'aller avec le numérique. Donc, comment on fait pour rejoindre ces populations vulnérables avec la littératie en santé? Et de notre côté, comment aussi informer de façon fiable pour dire aux gens, ce n'est pas parce que vous avez lu 2 articles que tout d'un coup, vous devenez épidémiologiste, que tout d'un coup, vous devenez... vous comprenez? Oui. C'est le risque. Merci beaucoup. Je vais essayer de focusser sur un petit truc là, par rapport à ce que vous dites. Là, hier, j'étais dans une consultation justement sur Repensons la première ligne. Là. Puis bon, évidemment, il y avait énormément d'aspects numériques qui arrivaient. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ben en fait, tu sais, ce qui est difficile, c'est qu'on pense beaucoup en silo, puis là, on ne réglera rien aujourd'hui, là, mais on pense beaucoup en silo, fait que là, on pense la santé, mais effectivement, je pense qu'un aspect que je pense qu'on pourrait aborder, là, c'est effectivement l'éducation, tu sais. Puis justement, cette littératie-là, est-ce qu'on pourrait la développer dès le plus jeune âge, justement, que ça fait partie un peu, même le partenaire patient, là, que ça fait partie de la citoyenneté, de comment s'informer, comment être critique aussi par rapport à l'information qui est véhiculée, comment utiliser les applications numériques, les plateformes numériques pour être un entre guillemets, bon citoyen, pour assumer pleinement sa citoyenneté, effectivement. Fait que ça commence effectivement par, entre autres, l'éducation. Mais vous avez un super bon point. Il y a énormément d'autres barrières, même dans le partenariat patient, on ne se le cachera pas. C'est certaines personnes qui sont sélectionnées, qui sont même qui s'autoproclament, en fait, qui viennent vers nous. Évidemment, ça va amener effectivement des filtres, veut pas, mais on essaie quand même à certains moments de sortir un peu de ça, puis d'aller chercher des populations effectivement plus vulnérables. On a un projet en itinérance, entre autres, effectivement, et d'autres gens, par exemple, à profil migratoire, etc. Mais bon, ça ne court pas les rues. Hein. Ce qui revient, dans la société, c'est beaucoup le diabète, la maladie cardiovasculaire et le cancer. Fait qu'évidemment, les patients partenaires vont venir de ces profils-là, qui teintent finalement un peu nos pratiques par la suite. Là. Mais oui. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose? Peut-être rajouter un petit quelque chose au niveau des sources d'information aussi qui sont utilisées par les patients. Il y a un danger qui est présent de plus en plus à cause de ChatGPT, mais ce danger-là était déjà existant avec tous les groupes qui existaient aussi de discussion de personnes qui mettaient de l'avant de leurs symptômes parce qu'il n'y avait pas de réponse de la part du système. Fait qu'il y a autant de dangers que de bienfaits, puis le facteur humain aussi reste toujours le facteur qui est dangereux, parce que ce n'est pas tous les professionnels qui sont à jour sur les dernières avancées scientifiques. Donc, un professionnel aussi peut véhiculer de la mauvaise information ou de l'information qui n'est plus à point. Donc, il faut trouver le juste milieu, puis il n'y a personne à pointer du doigt. D'après moi, on doit tout apprendre à naviguer avec ces nouveaux outils-là, puis avancer ensemble, mais c'est sûr que c'est difficile, puis ça va demander de l'ajustement de tout le monde. Les patients ne vont pas devenir experts. Les professionnels vont devoir commencer à redéfinir leur rôle. Dans certains cas, il y a des patients qui vont devenir experts puis qui vont en savoir plus sur certains points de leur maladie que les professionnels avec qui ils vont traiter. C'est des choses qui arrivent, c'est minime, mais c'est des choses quand même qui vont se passer. Il faut juste
reconfigurer comment on donne des services, la place qu'on donne aux gens, la place qu'on donne aux professionnels et aux patients à l'intérieur de tout ça. Fait que c'est juste ce que je voulais rajouter. Donc, ça conclut les présentations pour aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier les conférencières, conférenciers, tout le monde qui était présent aujourd'hui, HEC pour les locaux, la régie technique, aussi le RRSPQ et le VIA là, pour le soutien à l'organisation. Toutefois, avant de finir la journée, on a un cocktail hommage au réseau de recherche en santé publique du Québec là, qui va se dérouler de quelques minutes. Donc, pour ce faire, en sortant de la salle, vous allez à droite, puis vous prenez une petite passerelle qui va vous amener dans une salle de l'autre côté. Là. La salle, c'est le B307, aussi appelé le Salon des diplômés. Fait que pour ceux qui veulent venir au cocktail, c'est par là. Sinon, pour les autres, on va se revoir demain matin. Merci.